Bonsoir à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes jeudi soir et c'est votre rendez-vous de l'économie. Merci de nous suivre sur votre chaîne et sur les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook. Payer nos achats au quotidien par carte bancaire et abandonner le cash, est-ce que nous en sommes capables? C'est le thème de notre débat de ce soir. On en fait un débat parce que les choses semblent se préciser. L'État, par le biais de la loi de finances 2018, donne aux commerçants une année jusqu'à la fin 2018 pour se munir de terminaux de paiement électronique et donc vendre via la carte de paiement. CIB pour les détenants des comptes bancaires et Dahabia pour ceux qui sont sur Algérie Post. Alors ce qui peut sembler révolutionnaire, voire utopique chez nous, est déjà pourtant largement employé chez nos voisins au nord mais aussi au sud du continent. Où en sommes-nous dans l'opération de dématérialisation des transactions commerciales, tant attendue, et surtout en paiement en ligne, très attendu aussi par plusieurs web marchands? La réponse, nous allons l'avoir grâce à nos invités. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Alem Kamel, vous êtes le secrétaire général de l'association LMN, qui est l'association de protection de consommateurs. Merci d'être avec nous. Monsieur Jamel Azrek, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau national de l'ANCA, l'association nationale des commerçants algériens. Merci d'être avec nous. Monsieur Messaoud El-Majid, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'administrateur du GE Monétique, qui est le groupement d'intérêt économique pour la monétique. Et monsieur Houssam Bouzazoua, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'unité management des métiers clientèle chez CEAL. Merci d'être avec nous. Le thème donc porte sur le paiement à distance. Payer ses achats par carte de paiement, ça existe bien entendu déjà chez nous, dans un certain type de commerce, dans certaines wilayas aussi, pas toutes. Et si ça devait évoluer rapidement et donc s'uniformiser, quelle serait la réaction des commerçants? Quelle serait la réaction des consommateurs aussi? Samia Bouhar, notre reporter, est allé poser la question. On regarde son reportage. Les détenteurs de la carte CIB, carte internationale bancaire, ou la Gold Card Dahabia, peuvent actuellement régler leurs transactions commerciales dans plusieurs secteurs d'activité. Pour les achats, pour le paiement des factures, pour les réservations de billets d'avion et autres. Le cas de Tariq que nous avons rencontré dans cette grande surface d'Alger Centre. Bien sûr, ما في شيء بهذا لاكارت. معلش اسكو عجبك لو سيستم ولا لا؟ بيان سور عجبني السيستم خير من ندير معايا ليكيد. جو بريفير نتخلص بلاكارت هذيك خير من ليكيد. Les terminaux de paiement électronique TPE sont obligatoires pour tous les opérateurs économiques pour que le consommateur algérien puisse s'en servir. Certains commerçants ont déjà adopté ce système, d'autres attendent la livraison de leurs équipements. سمعنا بها على كل حال وحنا عندنا ديجا لاباراي بصح مازال ما بديناش نستعملوها. هما طون ميم لي كليون كاين اللي ديمونديوها بزاف. ساعدنا لي كليون كاين بزاف اللي يجوا لنا يحبوا يخلصوا بلاكارت وحنا ما بيناش شغل يديروها هذه. كاين دي ماغازان عندهم كاين دي ماغازان ما عندهم سا ديبون. وانتم اسكو vous avez ramené l'appareil ولا pas encore. Pourquoi? داروا لنا شويه روطار نورمالمون هاد الايامات تكون كاينه على الكارت سيبي. داكور. اي كومون كيفاش عرفتوا بها هاد العفسه؟ باسكو لي كليون يديمونديوها بزاف. بايمون بار كارت ولات حاجه فاسيل تخدم بها. ما حنا تساعدنا. كيفاش تساعدكم؟ تساعدك ما تحسبش دراهم ما تريحش شغل ما تشتش بزاف دراهم. لا كارت تجوزها الكترونيك تخدم بها كل شيء يجوز بيان. حاجه مليحه التكنولوجيا مليح التطور مليح كلش مليح حاجه مليحه وشي حنا مازال لنا بوكو بليس قاعدين نستعملوا فيها ماغازان يبيعوا لي فيتمون اوم ولا فام ولا اونفون بوكو بليس انا شفتهم معنا في اون حنا هنا مازال بصح حاجه مليحه كيما لا كارت دور مليحه لا كارت مانيتيك مليحه سي سي بي كلش التكنولوجيا مليحه بصفه عامه. Le manque de liquidité dans les bureaux de poste ou banque, une raison parmi d'autres qui pousse certains consommateurs à choisir ce modèle de paiement. C'est plus pratique. Donc parfois ما على باليش انا يكون سيستم حابس في البوسطه ما تكونش يكون الغاشي ما يكونش شاك ما تسمى ترفديها في يدك باغ اكزومبل راني رافدها. D'autres trouvent que l'Algérie a accusé un certain retard en matière de paiement électronique. بيان سور انا روطار روحي شوفي لي كاش بومبا نقدر نقضي بها. هيا وريني كاش بومبا. راهي روطار اختي في دبي قديمه هذه الحاجه حنا في الجزائر اللي راهي حاجه جديده عندنا مي هي اون فيغيتي حاجه قديمه.
Les pouvoirs publics donnent une année à l'ensemble des commerçants pour se munir d'un terminal électronique. Les contrevenants risquent une amende allant de 10 000 à 100 000 dinars. Alors voici donc pour des points de vue qui ont été récoltés à Alger Centre. Bien entendu, ils sont sûrement différents lorsqu'on change de wilaya et lorsqu'on change de quartier aussi. Là, on était dans des quartiers où il y a l'utilisation assez déployée et connue des TPE. Alors, première question, les dernières interviews qu'on a écoutées disaient c'est has-been, c'est quelque chose qui est normalement usité dans d'autres pays. Nous, on en parle comme si c'était une révolution. Bon, il faut dire qu'on a fini par commencer et aujourd'hui, il y a une opération de conformité au niveau des commerçants pour qu'ils aient des TPE. Où en est cette opération et de quelle manière les commerçants peuvent-ils donc avoir ces terminaux de paiement chez eux, Monsieur Msaoudan? Merci madame. Je vais vous dire oui, ça se prend en Algérie quand même. On est content de voir qu'il y a un engouement, ça prend. Il y a des cartes qui sont distribuées, des TPE qui sont installés au niveau des commerçants. Il y a l'avènement de la loi de finances de 2018 qui a fait obligation aux commerçants d'offrir aux clients un moyen de TPE pour régler ses achats. Le TPE, pour le moment, en Algérie, c'est les banques qui achètent les TPE. Jusqu'à maintenant, il y a 15 000 TPE qui sont déjà installés au niveau de tous les commerçants, de certains commerçants. Il y a 15 000 TPE qui fonctionnent, qui réalisent des opérations. Et, vous dites que c'est les banques qui les achètent, oui. Mais comment ils se retrouvent chez les commerçants, justement? Parce que le commerçant, il a une relation avec sa banque. Alors, dès que le commerçant va se rapprocher de sa banque, va signer le contrat d'acceptation où il accepte un TPE. Et à partir de là, il sera installé au niveau de son commerce, configuré, formé pour l'utilisation de son TPE. Et bien sûr, on est en train d'organiser, je dirais, la place pour qu'il y ait assistance des commerçants pour la prise en charge de toutes les opérations, je dirais, de maintenance de ces TPE. Et à partir de là, dès qu'il est fonctionnel, il peut recevoir et faire payer ses clients à travers des cartes CIB ou cartes d'habit. Aujourd'hui, les commerçants payent quelque chose pour obtenir auprès de leur banque des TPE? Aujourd'hui, les TPE déjà installés, les commerçants payent quelque chose, payent une forme de location du TPE. C'est, je dirais quand même, c'est un tarif vraiment minime, symbolique même. À savoir il diffère d'une banque à une autre, mais ça varie entre 500 dinars, ça varie entre la gratuité et 500 ou dinars par mois ou autre. C'est uniquement, je dirais, couvrir les frais d'installation de ces TPE. Mais le coût réel, comment il va être impacté, tout dépend de la relation entre le commerçant et sa banque. Lorsqu'un commerçant réalise beaucoup d'opérations, la banque peut prévoir une forme de cession, une forme de location et voire même de gratuité. Tout dépend de cette relation qui existe entre le commerçant et sa banque. D'accord. Alors évidemment, je posais la question aux représentants des commerçants. Il est entendu que les commerçants doivent avoir un compte bancaire. Ça semble encore une fois une évidence, mais c'est toujours pas systématiquement une évidence chez nous. Non, en Algérie, au fait, il y a beaucoup de commerçants qui n'ont pas de compte bancaire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais donc cette loi va les forcer un petit peu à avoir un compte à la banque. Et qu'est-ce qui a l'intérêt dans tout ça? C'est qu'il n'y a plus de manipulation d'argent. C'est-à-dire les clients, ils demandent au commerçant ce qu'il veut, le commerçant lui donne et le paiement, il n'y pense plus. C'est carrément, parce qu'ils sont là, il y a deux banques, la banque du client, la banque du commerçant. Et donc eux, ils sont au milieu, ils échangent les marchandises. Donc c'est aujourd'hui, vous représentez une association nationale de commerce algérien. Quelle est la réaction, le ressenti des commerçants par rapport à cette mesure? Non, je rappelle seulement que c'est une association nationale des commerçants c'est une association professionnelle. Donc on ne pense pas, c'est pas un syndicat, c'est pas uniquement pour défendre, pour crier, etc. On défend les intérêts des commerçants, bien entendu, mais aussi on veut former les commerçants aux meilleures pratiques dans le monde pour gérer leur commerce. D'accord, ok. Donc, ça c'est ça voilà. Et quelles sont les réactions que vous avez récoltées, qui peuvent être légitimes? Ce sont des opérateurs professionnels que vous représentez. Oui, tout à fait, parce que bon, pour le moment, les gens ne connaissent pas très bien, donc bon, tout le monde n'a pas été étudié, etc. Il y a des personnes en Algérie qui ne savent pas encore utiliser l'Internet, par exemple. Donc ça va être, bien entendu, au départ, il y aura une phase d'apprentissage. Et durant cette phase, justement, j'ai quelques points
quelques demandes, au fait, parce qu'on voit que la loi prévoit des amendes déjà. On commence par des amendes de 50 000 jusqu'à 2 millions de dinars. Bon, comment elles vont être... C'est ça, hein? 100 000, 50 000. Ah, 50 000, pardon, je me suis trompé. Et elle serait effective à partir de 2019 si les commerçants sont pris sans le TPE dans le magasin. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il leur donne en fait une année de... Parce que d'après ce que j'ai entendu de la loi, c'est 2018, il fallait installer le TPE, mais l'utilisation... Bien entendu, il faut une certaine... Parce qu'il faut... Il y a l'aspect psychologique aussi du consommateur et du commerçant. Il a l'habitude de toucher l'argent. Là, on ne touche plus l'argent. Tout se passe électroniquement. Ils sont là, ils discutent, ils échangent, mais il n'y a pas... Donc vous pensez que ce coup près qui va tomber en 2019 est trop rapide, c'est ça? Bon, en parlant de la pénalité. C'est-à-dire, disons 2019, mais il va falloir peut-être être un peu plus souple. Et revoir au milieu à la fin de 2019, voir un petit peu comment est-ce que ça marche, le pourcentage. Parce que déjà, il y a 2 millions de registres de commerce. Bon, il y a combien de personnes qui vont utiliser? C'est les commerçants, c'est les points de vente. Pour certaines entreprises, c'est les points de vente qui vont utiliser ça. Et donc, il va falloir un certain temps pour que tout le monde se trouve à l'aise devant cette... se mette en conformité et adopte en fait... Parce que si on commence déjà à parler d'amende, etc., déjà le commerçant, il y a une réticence et le temps d'apprentissage va s'allonger encore un peu plus. Alors, vous avez dit, environ 2 millions de registres de commerce. Aujourd'hui, combien de TPE sont installés? Aujourd'hui, on a 15 000. Nous, on a recensé, c'est vrai, il y a peut-être 2 millions de registres de commerce, mais ce n'est pas les 2 millions qui sont concernés. Il y a des commerces qui ne sont pas concernés par la vente directement à des clients. Nous avons recensé quand même près de 1 500 000 commerçants qui seront concernés par cette opération de TPE. D'accord. Voilà. On reviendra sur les propositions de l'ANCA concernant les mesures liées au TPE. Les consommateurs, qu'en disent-ils selon vous? C'est notre mode de paiement, c'est tout. Peut-être qu'il y a des appréhensions en matière de sécurité pour le fait qu'ils ne disposent pas d'argent directement, donc est-ce que les codes, etc. Mais je sais que nous n'inventons rien en termes de sécurité de la transaction, donc nous sommes au standard international, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue. Mais peut-être que certains consommateurs appréhendent les agios, le fait de maintenir de l'argent dans les banques, surtout pour les petites bourses, etc. Et beaucoup s'en plaignent. Hein. Vous savez que beaucoup retirent leur petite monnaie parce que quand vous faites juste un petite consultation déjà, vous avez 350 dinars. Il y a des petites bourses que ça dérangerait. Surtout ceux qui ont un faible pouvoir d'achat. Donc ils considèrent que tous ces agios, tous ces services qu'ils doivent payer, accumuler, ça grève leur salaire. Ils considèrent aussi que ça accentue l'épargne au profit de la banque. En fait, ils vont devenir des déposants auprès des banques, mais sans en ressentir les bienfaits parce qu'ils vont être pénalisés par un autre service virtuel derrière qui prend des compensations à tout bout de champ, à toute opération, n'importe laquelle, qu'on dépose ou qu'on retire, on est un peu pénalisé. Donc c'est ça l'appréhension. Nous on explique, hein, on est représentants des consommateurs, en matière de sécurité il n'y a pas de problème, ce n'est pas nous qui avons inventé, puis c'est un système interopérable et qui existe de par le monde. Les systèmes de cryptage, etc. sont fiables, il n'y a aucun souci. Mais en fait, on explique aussi qu'il y a une sécurisation, c'est-à-dire qu'au lieu de se promener avec de l'argent, etc., là, on a une carte dont on est les seuls à connaître le code. D'un autre côté... ce que le citoyen donne, que ce soit à la poste ou à la banque, il y a un intérêt de faciliter, de diminuer ses déplacements, comme vous disiez, de ne pas porter aussi le cash. Donc il y a quand même un petit retour, petit intérêt, on va dire. Oui, d'un point de vue national, économie, finance et tout, on favorise l'épargne en général pour le pays, il n'y a pas de souci. Mais pour l'itinérance, par exemple, quand vous êtes en voyage, là, c'est tout le bénéfice, il apparaît, par exemple, notamment si nous développons, et là, je reviendrai, par exemple, pour les commerces, parce que je sais que ça va se faire progressivement. Nous, on appelle à cet élan progressif d'installation, mais de prioriser, par exemple, dans les stations-service,
d'assurance, par exemple, pour le carburant, c'est important. Vous ne tomberez jamais en panne parce que vous aurez une carte. Ça, d'une part. Les hôtels, par exemple, si vous n'avez pas comment payer, au moins vous êtes couvert, même si c'est par l'intermédiaire de la famille qui vous verse de l'argent dans votre compte et que vous êtes ailleurs. Donc vous pouvez toujours facilement payer. Et puis, il y a certains, par exemple, tout ce que nous avons construit sur les grands axes autoroutiers, si nous avons ces TPE dans les grands axes. Donc, en matière d'itinérance, c'est parfait. C'est ce que nous essayons de faire. Mais, à contrario, à l'opposé, il y a cette appréhension, je dirais, pas peur. Alors justement, cette appréhension, elle peut être abordée autrement. On sait que l'État n'a pas commencé directement en disant vous êtes obligé de payer par carte, puisque le paiement par carte est déjà commencé par le biais des grands facturiers, puisque en 2016, c'est bien ça. En Algérie, on a commencé à payer nos factures par Internet. C'est aussi notre autre révolution. Et vous qui êtes représentant de CEAL, vous faites partie de ces grands facturiers qui avaient initié ce contact avec le TPE et la carte. Un bref retour sur expérience depuis le lancement de cette opération par rapport justement aux consommateurs. Donc, dans un cadre de développement durable et innovation, amélioration en continu, nous avons lancé depuis 2012 le paiement par carte CIB au niveau de nos agences en installant des TPE. Aujourd'hui, nous avons enregistré environ 3200 transactions, soit 7500 factures payées via ce mode de paiement. Ensuite, suite à des enquêtes annuelles de satisfaction, le client nous a demandé, dans le top 5 de ces demandes, c'était le paiement électronique via Internet. D'accord. Donc on a fait une analyse, on reçoit environ 2,5 millions de clients par an et la majorité viennent, 98% viennent pour régler leurs factures entre 9h et midi. Donc on a pensé à lancer ce nouveau service et en mois d'octobre 2016, on était parmi les premiers à le lancer, parmi les premiers web marchands. Donc, et depuis, nous avons enregistré 3500 transactions, soit 10 200 factures payées, pour un montant de 14,5 millions de dinars. Est-ce que vous êtes dans vos objectifs Par rapport à la mise en place et la mise en œuvre du projet, nous sommes dans les délais. On est satisfait du travail. Même le client, nous avons mis un comité de pilotage et de suivi de ce projet en centrale, en coordination avec les banques, avec Algérie Post, puisque le client CEAL peut payer sa facture à travers le site web ceal.dz. Et c'est une opération très facile. C'est pour cela qu'on a mis une petite vidéo pour démontrer, c'est un mode opératoire, démontrer au client comment payer sa facture. Il suffit de saisir la clé électronique. Ensuite, en début 2017, en étroite collaboration avec Algérie Post, on a lancé encore le paiement via le baridinet.post.dz. Donc vous êtes arrimé à l'opération de l'Algérie Post. Exactement, pour que le client puisse payer par carte CIB bancaire et par la carte Dahabia. Oui. Étant donné qu'il y a un gros potentiel chez les porteurs d'Algérie Post. Exactement. Oui. Alors justement, on va revenir sur cette expérience de paiement de facture, la vôtre, celle de CEAL, mais aussi celle de Sonelgaz et Algérie notamment. Je voudrais, en parlant de sensibilisation, que l'on voit une vidéo justement qui explique un petit peu, qui est actuellement produite par le site de Betarati et qui justement explique tous les avantages et la facilité, la flexibilité des cartes, qu'elles soient interbancaires ou cartes Dahabia, pour ces différentes applications. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais elle a plusieurs applications. On regarde la vidéo d'animation rapidement et on revient tout de suite après pour la suite du débat. Vous souhaitez effectuer ou recevoir des paiements sur Internet par carte CIB? Qu'est-ce que le paiement sur Internet par carte CIB? Le paiement sur Internet par carte CIB consiste à régler vos achats et payer vos factures sur des sites web marchands.
Retrouvez la liste de ces sites web marchands sur www.bitaqati.dz. Effectuez des paiements sur Internet par carte CIB. Connectez-vous au site web marchand et suivez les étapes indiquées. Demandez votre code secret à votre banque ou sur le site www.bitaqati.dz. Au moment d'effectuer le paiement, vous serez redirigé sur la plateforme de paiement interbancaire. Le paiement sera pris en charge en toute sécurité. Saisissez les informations suivantes. Le numéro de votre carte CIB à 16 chiffres. Le cryptogramme à 3 chiffres qui se trouve au dos de votre carte CIB. La date de validité de votre carte CIB. Votre nom et coordonnées personnelles, puis validez. Saisissez votre code secret fourni par votre banque pour le paiement sur Internet par carte CIB. Au terme de la transaction, choisissez l'option de réception de votre reçu de paiement. Assurez-vous d'être bien sur le site web de la plateforme de paiement interbancaire www.satim.dz. Comment recevoir des paiements sur Internet par carte CIB? Si vous disposez d'un site web marchand et souhaitez mettre en place le paiement sur Internet par carte CIB, rapprochez-vous de votre banque. Celle-ci vous indiquera les modalités d'adhésion et de certification de votre site web. Voici donc une vidéo qui explique tout ce qu'on peut faire avec la carte CIB, donc les paiements à distance, les paiements sur Internet aussi. C'est la deuxième partie du débat aussi qui va porter sur ça. Alors pour avoir une idée sur cette opération qui est actuellement en cours, aujourd'hui, dans quelle phase êtes-vous dans le déploiement des terminaux de paiement, dans la création des cartes interbancaires? Est-ce que c'est une opération qui va se poursuivre encore pour longtemps, ou bien est-ce que vous avez l'intention de la mener à terme à une date précise? Mais si, je voudrais dire quelque chose par rapport aux consommateurs. Je pense que cette opération, parfois vous avez je dirais, le marché qui essaie de pousser plus vite que je dirais le système, dans le sens où il y a beaucoup de demandes à aller au paiement. Vous avez vu au niveau du reportage où parfois c'est des clients qui demandent à payer par carte. C'est-à-dire que le consommateur qui demande à payer avec sa carte. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'ère de la digitalisation, c'est du numérique, tout le monde s'y met, toutes les entreprises algériennes s'y mettent sur le numérique, et à partir de là, il faut qu'on soit à ce niveau. Maintenant, pour les TPE, l'objectif, c'est d'équiper les commerçants en TPE, et chemin faisant, bien sûr... Donc 1,5 million. Donc vous prévoyez 1,5 million. Vous avez dit que c'est l'estimation du nombre de commerçants qui vont être susceptibles d'utiliser des TPE. Donc vous avez un marché de 1,5 million de TPE. Pas forcément des TPE, parce que, chemin faisant, comme je disais, ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'autres moyens de paiement, d'autres équipements pour faire des paiements. Ok, on va y revenir tout à l'heure, justement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un TPE, on peut avoir un téléphone mobile, ou bien des petits appareils qu'on appelle nous le M-Post, qui est l'équivalent du TPE, qui peut faire jouer le rôle du TPE au niveau de certaines catégories de commerce. Vous voyez, c'est l'opération. Comment ça va se faire? C'est qu'on va catégoriser, faire un peu, je dirais, sérier les commerçants et aller par priorité. Quels sont les types de commerces? Comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il y a des commerces qui sont prioritaires en termes d'installation de TPE parce qu'il y a le besoin du citoyen derrière, il y a le marché qui demande. Ensuite, on va aller vers d'autres catégories de commerce. Et à partir de là, pour chaque type de commerce, vous avez quand même un modèle de TPE, je dirais, adapté au commerce lui-même. Par rapport aux cartes, c'est sûr que lorsque, puisqu'il y a des commerçants qui n'ont pas de compte bancaire, ils vont y aller par cette disposition de la loi 2018, ils vont aller quand même ouvrir des comptes au niveau des banques algériennes, et à partir de là, ils vont faire la demande de leur carte aussi en tant que citoyen pour faire des paiements. Nous aurons quand même à équiper, déjà nous avons un objectif pour aller, nous sommes à 1,5 million de cartes au niveau des banques, toutes les banques réunies, et un objectif d'aller jusqu'à 4 millions de cartes. Jusqu'à quelle date? Jusqu'à fin 2018.
C'est pouvoir avoir une forme d'inclusion financière. L'objectif aussi, qui est attendu d'ailleurs au niveau de la loi de finances, c'est qu'il y ait cette inclusion financière. C'est que. Alors moi, ce que je voudrais savoir, Monsieur Adam, excusez-moi, si un consommateur donc est en face de son commerçant et il dit moi je veux payer par cash. Ok, le commerçant a un TPE, mais lui veut payer par cash. Il n'est pas obligé aujourd'hui d'aller demander à sa banque une carte. On est d'accord? Oui. Oui, mais compte tenu des avantages qu'elle a cette carte, on a vu dans le reportage encore une fois, tout le monde va demander des cartes. Parce que la carte, elle facilite la vie, attention. C'est vrai, peut-être au démarrage... Tout le monde, mais il faut qu'ils aient des comptes bancaires, d'accord. Oui, c'est vrai, au démarrage, ça apparaît comme ça apparaît peut-être difficile, ça apparaît quand même compliqué. Mais dès qu'on s'y met, vous allez voir que ça apprend rapidement. D'accord. Alors, la question, je la pose aussi de manière différemment, on va dire, à vous, Monsieur Allem. Aujourd'hui, c'est le taux de bancarisation qui nous fait poser autant de questions. Il est d'environ 50%. Les Algériennes sont faiblement bancarisées, qu'ils soient des professionnels ou de simples salariés. Aujourd'hui, comment les amener à adopter, à aller demander à leur banque une carte Ça, c'est une question peut-être pour les banquiers, c'est une question de marketing bancaire. C'est aux banques d'être attractives. Et vous savez, on thésaurise dans tous les pays du monde, les consommateurs. Tous thésaurisent de l'argent et c'est le dilemme quand on a une économie et qu'on veut lutter en même temps contre l'informel et créer de l'épargne et tout, etc. Quand même, hein. Mais les économies développées, les gens ont très peu de contact avec le cash, on est d'accord. On ne peut pas se comparer à l'Europe. Moi, je me fie toujours aux études, des études indépendantes. Oui. Ce n'est pas très évident, parce que quand vous avez une inflation qui est déclarée, quand on essaie, etc., on a recours toujours à l'épargne, mais il y a toujours un pourcentage que tout le monde sait, qui est un peu virtuel, ou qu'on ne peut pas quantifier. Mais en Algérie, on a ce réflexe, parce que, je le dis, par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à notre SMIC aussi, beaucoup ont peur de la banque pour les agios, cette histoire d'agios. Il y en a qui se retrouvent, regardez, nous, on est une petite association, enfin, de par le volume financier. Vous savez combien on a eu un agio à payer? 5 000 dinars, par exemple, pour quelques opérations. Comparer ça à une petite bourse, c'est énorme pour quelqu'un qui est, par exemple, vous allez demander à un étudiant ou quelqu'un qui travaille, à un retraité, peut-être c'est important. Donc c'est aux banques d'être attractives. Mais permettez-moi de revenir sur quelque chose d'important pour le consommateur. Nous, on travaille, c'est-à-dire on pèse le pour et le contre. Question d'attractivité, la balle est dans le camp des banques. C'est à elles d'être attractives. Ce n'est pas au consommateur d'aller vers la banque, de se bancariser, mais c'est à la banque de développer des instruments financiers attractifs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la traçabilité. Par exemple, quand vous payez, vous avez la traçabilité du paiement. Quand vous le faites en argent, en monnaie, vous n'avez pas forcément cette traçabilité. Mais le problème qui est posé, il est d'ordre juridique. Je ne sais pas, et la question reste posée, est-ce que sur la forme, si on est face à un litige, est-ce que le fait de réclamer comme preuve cette traçabilité numérique est accepté et recevable devant un juge? Parce que ce que nous savons, c'est que les effets de paiement, effets de commerce, etc., le chèque, la monnaie, etc. Mais est-ce que la traçabilité électronique, si par exemple je vais réclamer... Est-ce qu'on est en mesure de prouver réellement que l'argent a disparu ou n'est pas arrivé à bon port? Je dis, je veux rendre ce produit. Ou par exemple, ce produit n'est pas celui que je voulais acheter ou il ne répond pas aux critères. Donc je suis en litige, donc je dois prouver que je l'ai bien acheté. D'accord? Est-ce que le fait d'avoir une traçabilité numérique de cette forme, donc par TPE, je ne sais pas, peut-être ils vont nous le dire, est recevable juridiquement devant une juridiction, donc la justice? Monsieur Massaoudan? Oui, je crois que vous parlez du paiement par Internet, surtout qui non, il parle du TPE. Je parle du e-paiement. Par TPE, à la loi de protection des consommateurs qui régit un peu l'achat. Puis il y a un ticket, on a un ticket quand on paye par TPE. Un ticket le ticket fait foi. Le commerçant garde à son niveau et une copie du ticket ou bien un deuxième ticket même mais qui j'ai perdu est remis le ticket. Est-ce que la traçabilité électronique est enregistrée chez vous? J'y arrive, oui, j'y arrive. Alors, toutes les opérations sont, je dirais, stockées, existent, tracées et sécurisées. Depuis la naissance de la transaction jusqu'à son aboutissement et tous les événements qui se sont passés s'il y a des choses qui sont arrivées. Maintenant, pour le paiement
je dirais comme le TPE, ça ne pose pas de problème parce que le ticket, c'est une opération normale d'achat. Par contre, pour tout ce qui est paiement par Internet, pour le moment, nous sommes contentés de réaliser le paiement par Internet sur les opérations de service. Il y a un contrat derrière adossé entre l'acheteur et le commerçant. Type, par exemple, CEAL, il y a un contrat derrière, type Sonelgaz, ainsi de suite. Maintenant, pour la vente des biens, il y a la loi qui commerce, d'ailleurs, qui a été déjà adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, qui, je dirais, dans ses dispositions, prévoit ce type de cas où, lorsqu'il y a litige, je vous donne un exemple. Vous commandez sur Internet un téléviseur et quand vous vous êtes livré, vous voyez que ce n'est pas ce que vous avez vu ou ce que vous avez commandé. La loi, quand même, vous protège le consommateur dans le sens où il y a le droit de rétractation, il sera remboursé, et ainsi de suite. Voilà. On va également reposer cette problématique qui est aussi posée pour les paiements des factures. Mais ça, c'est des questions justement qui sont liées aux transactions sur Internet. C'est une autre histoire. Moi, je voudrais revenir à l'intéressement. Comment intéresser les commerçants, comment intéresser les consommateurs d'autre part. On sait qu'aujourd'hui, c'est payant. Donc, on a dit 500 dinars environ. On ne va pas chipoter 500 dinars pour un commerçant. Je pense qu'on est dans un ordre acceptable pour la location du TPE. Mais on sait aussi qu'il y a, un 2 dinars et un 6 dinars qui est imposé aux commerçants selon le volume de transactions. Quel est votre point de vue sur la question, vous qui êtes pour un commerçant, c'est très simple. Il fait un calcul. Les charges, plus les charges, et donc il répercute directement ou indirectement sur sa clientèle. Il ne peut pas faire autrement, sinon il est obligé d'arrêter son commerce. Parce que si les charges commencent à augmenter, il est obligé de répercuter ça sur le client. Donc en fait, lui, il va payer ce qu'il faut, mais il y aura une conséquence sur le prix sur le coût final du produit. Donc le consommateur, le client, c'est le consommateur. Le consommateur. J'aimerais bien qu'on utilise ce terme parce qu'on l'a hésité depuis le départ. Et donc on paye doublement au niveau des banques pour l'opération et en même temps au niveau du commerçant, ça fait peut-être un peu trop. Si vous permettez. Mais juste aussi, si vous permettez, il y a une autre problématique, c'est que c'est bien beau d'avoir, par exemple, j'entendais pour la CIAL, c'est très intéressant, très important, ça nous facilite la vie. Et vous savez, la vie, elle est beaucoup plus belle côté celui qui reçoit l'argent. Parce que tous les services qu'on développe, en général, c'est pour faire payer le consommateur, n'est-ce pas ? Donc on se facilite la tâche. Il y a un service, il faut que les gens se fassent payer aussi. Il y a des salariés chez CEAL. Vous savez, dans le public, nous sommes tous consommateurs, vous savez, autant que vous êtes tous, autant que nous sommes. Donc je parle pour vous tout ça. Donc voilà, on développe beaucoup de services, on facilite la vie aux consommateurs pour venir, pour payer. Mais puisqu'on a, c'est l'envers du décor, puisqu'on a toute cette technologie, cette numérisation accrue, Internet, tous ces outils, on exige aussi que quand on nous facilite la vie pour payer, qu'on nous facilite aussi la vie pour répondre à la prestation, par exemple en cas de panne, etc. Qu'on nous donne aussi cette possibilité de recourir à cette technologie pour déclarer par exemple une panne, un dérangement. Vous savez, personne ne le développe. Vous savez que pour payer par exemple téléphone, il y a l'e-payment. Mais pour aller réclamer, il faut faire la chaîne, etc. Vous avez un numéro vert qui ne répond pas. Par exemple, vous avez pour la poste, par exemple, je vais rajouter ça. Vous mettez 2 heures pour vous êtes... Et puis le fameux réseau qui ne fonctionne pas. Souvent, le réseau ne fonctionne pas, mais on va y revenir. Allez-y, monsieur, et on va vous donner la parole, monsieur. Pour le cas de CEAL, c'est un projet qui marche très, très, très bien. Pour les canaux de réclamation, depuis le lancement du projet, nous avons reçu 250 réclamations qui concernent d'ordre technique. Ils ont été traités dans les délais, puisqu'on a développé plusieurs canaux de réclamation. On a donné, le client CEAL peut contacter le centre d'appel téléphonique, le 1594. Nous avons un taux de 98% des appels servis avant 15 secondes. Donc, on travaille 7 sur 7 et 24 sur 24. Nous avons le mailing, le mail.1594@ceal.dz. Nous avons les registres de doléances, les 39 agences sur le territoire d'Alger et Tipaza.
le courrier, bien sûr physique. Mais est-ce que vous avez senti que les réclamations ont diminué? Parce que finalement, c'est bien beau de répondre très rapidement en 15 secondes, mais est-ce que les types de problèmes ont su être gérés, notamment quand on parle de paiement de factures qui ne s'effectuent pas sur Internet? Les gens, finalement, n'y croient plus et ils finissent par dire, moi, je vais y aller, le bon vieux cash, allez, on se déplace et on paye. On rassure le client. Chaque fois, nous avons une base de données centralisée. Donc, une fois le client réclame, le back-office au niveau central de la direction clientèle reçoit la réclamation en instantané. Il coordonne avec la banque s'il s'agissait d'un problème de manipulation. Le client peut-être n'a pas pu accéder par rapport à une mauvaise connexion, par rapport à des erreurs de manipulation. On peut orienter le client. S'il s'agissait d'un problème technique, on coordonne avec les banques, soit avec Algérie Post. Pas que les banques, il y a aussi Algérie Post. Il y a Algérie Post qui ne fonctionne pas toujours comme il faut, surtout la semaine qui vient de s'écouler. Je ne veux pas taper sur Algérie Post, mais il y a eu beaucoup de dysfonctionnements. Oui, exactement. C'est pour ça les clients, on doit les fidéliser en leur rassurant. En leur disant allez aux banques. En leur disant que toute réclamation est réellement traitée dans les délais. Mais on est d'accord pour dire que c'est plus difficile lorsque vous devez sortir de ces halles et aller gérer le problème à l'extérieur, donc dans les structures bancaires ou ouvertement, honnêtement, je suis interlocuteur d'Algérie Post. Je coordonne bien avec le comité de pilotage. Ouais. On fait des séances régulières, une fois par mois. Et on échange par mail. Donc, il n'y a pas un vrai souci par rapport à la communication. On rassure le client, puisque le client, on attend de lui de se fidéliser et payer toutes les factures. Et ne pas le perdre. Et ne pas le perdre. Majid Mesroudan. Oui, merci. Une précision uniquement pour ce qui concerne le paiement des charges. Dans les opérations de paiement monétique, les transactions monétiques, le consommateur ne paye rien. C'est-à-dire que vous allez faire un achat par votre carte bancaire, vous n'avez pas d'ajout de commission. Oui. La commission, c'est uniquement le commerçant qui paye les 2 dinars. Mais ils disent qu'ils vont les répercuter sur les produits qu'ils vendent. J'y arrive. Comme la TVA. Ça va être reversé sur le Alors, par contre, dans les paiements de factures, je dirais, bon, c'est vrai, c'est 1%, je crois, le timbre. Quand il paye par Internet, c'est moins cher que le cash. Il y a le timbre en moins. Le timbre en moins. C'est-à-dire que celui qui paye, il va gagner quand même 1%. Hein. C'est un montant important. Oui. Mis avec un minimum de, je crois, de 5 dinars. Je m'excuse, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent augmenter leur prix. Le prix de l'eau, par exemple. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Pour le commerçant, c'est différent. Quand je prends un petit commerçant qui vend des stylos, c'est 5 dinars. S'il doit payer 6 dinars, où est son bénéfice, par exemple? Je parle de ce genre de commerçant. Donc ça va se répercuter sur le consommateur. Mais il y a un point que je voudrais soulever qui a été soulevé brièvement par monsieur. Donc c'était l'aspect juridique. Parce qu'on parle de sécurité, c'est vrai, on parle de sécurité technique en général. Cryptage, etc., tous les protocoles, SSL, tout ça. Mais ça, on laisse ça, c'est le rôle de GIB. Par contre, il y a l'aspect sécurité juridique. Comment est-ce qu'on est protégé? On ne peut pas faire appel au système juridique actuel, traditionnel. Vous voulez dire qu'il n'est pas adapté? Alors, il faut présenter une requête. Après, il faut attendre. Après, la requête est remise un autre jour. On ne peut pas faire ça. On parle, justement, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'avocat entre nous. On parle du juridique électronique. Oui, c'est-à-dire pour accélérer les transactions. Ça devrait pouvoir se faire de la même façon. Oui. Puisqu'on accélère, il faut tout accélérer en même temps. Pour l'instant, il n'y a pas réellement un retour sur expérience, étant donné que les choses sont en train de s'installer progressivement. Mais effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas de spécialistes ou peut-être des gens qui pourraient parler au nom de la loi aussi, puisqu'il y a une loi qui a été votée aujourd'hui par le Sénat, qui est censée justement régir les aspects non seulement techniques, mais aussi les aspects juridiques. Donc on va mettre ça entre parenthèses si vous le permettez. Par contre, je voudrais vous faire réagir sur un commentaire qui a été formulé par l'un de nos followers sur LinkedIn. Il est commissaire aux comptes et il nous disait il faut intéresser les commerçants à utiliser la carte et il dit pourquoi ne pas proposer une rétrocession de commission sur chaque transaction et donc le client pourrait payer finalement moins cher, par exemple ce qu'il pourrait acheter par carte, il pourrait l'acheter moins cher. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable chez nous? Voilà.
Ce qui se fait, c'est des cas, c'est des modèles qui existent à l'étranger. Hein. C'est-à-dire lorsque le commerçant veut quand même intensifier son chiffre d'affaires, augmenter son chiffre d'affaires, il fait recours un peu à ce genre je dirais, d'aspect comme une mesure marketing. Hein, justement, c'est une mesure marketing où il prend en charge certaines, je dirais, dépenses en augmentant, bien sûr, le volume d'affaires. Quand vous avez quand même une population fortement, je dirais, possessionnaire de cartes, vous avez beaucoup plus, je dirais, d'achats, vous aurez à avoir beaucoup d'achats, et à partir de là, il va augmenter son chiffre d'affaires. C'est des modèles qui existent, et certains commerçants l'utilisent, surtout à l'étranger, et ça a réussi, ça a donné. Est-ce que les commerçants ont peur de la transparence ? On dit tout à l'heure que chez nous, ils sont faiblement bancarisés. Du jour au lendemain, on leur dit d'ici la fin 2018, non seulement vous allez avoir un compte bancaire, mais en plus, on va regarder de plus près sur toutes les activités que vous faites. Est-ce que le problème, il n'est pas aussi à ce niveau-là? Bon, je ne peux pas répondre au nom de tous les commerçants. Peut-être il y a des commerçants qui ne déclarent pas tout ce qu'ils font comme recettes, etc. Ça, c'est un gros problème mondial. Ce n'est pas uniquement en Algérie. Oui. Donc effectivement, il y aura peut-être une réticence à ce niveau, mais les gens ils vont s'habituer, il y aura une meilleure comptabilité, il n'y a plus de cash, il n'y a plus de pertes, il n'y a plus de risque même pour le commerçant puisqu'il n'y a pas de cash dans son magasin. Pareil pour le gros problème qu'on vit en Algérie, le problème de change, de la petite monnaie. Et là, ça va disparaître. Et qui déjà, on est souvent en difficulté pour la petite monnaie. Voilà, c'est-à-dire si on fait des calculs, les commerçants, ils vont se réaliser qu'après un moment donné, en fait, il fait des économies parce que des fois, par rapport à tout ça, donc effectivement, même les coûts qu'il veut répercuter sur les consommateurs, finalement, peut-être qu'il va les prendre à sa charge et, parce que ça va augmenter ses ventes, ça va... Est-ce que ceci est pris en considération? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a certains, on va dire, profils de commerçants qui doivent être prioritaires. Quels sont ces profils prioritaires, selon vous, qui doivent avoir des TPE? Vous savez, vous analysez le parcours d'un citoyen normal. Quand il se lève le matin, il peut prendre son café, il peut aller faire du carburant, d'accord? Ensuite, peut-être déjeuner et faire des achats, les courses à la maison. Voilà un peu le parcours, je dirais, moyen d'un citoyen normal. Alors, la priorité, c'est donner à ces commerçants déjà, comme, je dirais, une priorité à installer les TPE. Vous avez les supérettes, par exemple, les stations de service, quand même, parce qu'il y a une forte demande. Et ça donne une garantie, comme l'a dit monsieur, quand vous avez une carte bancaire. Mais ça fait un moment que vous avez, que la carte sur station-service est opérationnelle. Hein. Oui, et on a entendu l'une des interviews dans le reportage, il disait montrez-moi une pompe à essence où on peut s'alimenter avec des cartes. C'était pas une carte CIB ou d'Abia, c'est pour ça que c'était une carte spécifique. C'est une carte qui est distribuée seulement chez certains. Voilà, c'est pour ça que. Mais pour les commerçants, je pense, je vous le dis, hein, à travers l'expérience qu'on a vue dans certaines banques, il suffit de bien expliquer aux commerçants. Le process, il adhère facilement ensuite. C'est vrai, quand on commence à parler, à installer un TPE, des charges derrière et tout ça, mais quand on lui explique qu'est-ce qu'il va gagner, qu'est-ce qu'il a en contrepartie, vous allez voir qu'ils se sont adhérés. Je dis bien à travers l'expérience, ils sont adhérés facilement. C'est 2 dinars pour chaque opération d'un montant de combien que la banque prélève? Moins de 2000 dinars. D'accord. Lorsque vous faites un achat de moins de 2000 dinars, c'est 2 dinars. Au-delà, c'est 6 dinars. D'accord. Voilà. Et, parce qu'il y a des coûts où le commerçant n'est pas conscient, il ne les connaît pas. Le coût du cash, quand il gère le cash, le risque du cash qu'il a à son niveau, le risque quand il va le prendre dans sa banque, le cash. Tout ça, c'est des coûts. Derrière, le déplacement. Et quand il va voir qu'à travers son bureau, au niveau de son commerce ou de sa maison, il peut consulter son compte bancaire, toutes les opérations de la journée sont créditées dans son compte, il est plus ou moins rassuré. Est-ce que ces données vont être partagées avec les services des douanes, plutôt des impôts? Non, c'est-à-dire qu'il y a un compte bancaire, je pense que le compte bancaire est régi par une réglementation Banque d'Algérie, et les impôts, je pense qu'ils ont accès au compte bancaire. Mais là, encore une fois, la réticence n'est pas dans cette histoire informelle ou non. Parce qu'il déclare ou il ne déclare pas, la finalité, s'il fait des opérations avec une carte bancaire et s'il comprend bien quels sont les avantages de la carte bancaire, je pense qu'il va oublier cette histoire
déclarer ou pas déclarer de transparence ou pas. Moi, j'aimerais juste, s'il vous plaît, dans ce système, on va dire financier, bon, il est intéressant, etc. C'est un nouveau paysage, un autre instrument financier, en fait. Mais j'aimerais bien qu'on inclue aussi le secteur des assurances. Parce que quand vous dites on sort le matin, on fait le plein, une voiture, en fait, nous, les consommateurs, on est beaucoup gênés pour se faire rembourser. Pour une fois, je demanderais, parce qu'en règle générale, le consommateur vit un calvaire quand il va récupérer son dû auprès des assurances. Pour payer, on a une carte, très bien. Et les assurances pour nous payer, en retour, beaucoup de consommateurs se plaignent sur la lenteur des assurances, et puis récupérer un chèque pour finalement aller faire encore tout un processus auprès des banques. Alors que dans ce système, vous savez, les assurances font partie intégrante du système financier bancaire. Vous savez, c'est une liaison directe ou indirecte, qu'on le veuille, mais il y a une liaison. Donc, j'aimerais bien entendre, M. Msaden, est-ce que le secteur des assurances, dans l'autre sens, pour le moment, nous, comme consommateurs, pour une fois, on va être créditeur. Si vous permettez, je vais en parler un peu des assurances. Bon, je ne présente pas les compagnies d'assurance. Est-ce qu'on peut bénéficier du e-payment de la part des assurances? Il y a déjà 2 assureurs qui figurent parmi les web marchands. Oui. Ils font des produits pour les payer. Karama, qui fait la vente de ces produits en ligne. C'est-à-dire on paye, c'est le consommateur qui paye. Qui paye en ligne. Mais moi, je réclame le paiement dans l'autre sens, le remboursement, par exemple, dommage. Je crois qu'on a compris, M. Msaden a compris l'idée. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, effectivement, étant donné que aujourd'hui, c'est des grandes lourdeurs de se faire rembourser? Je dirais c'est des produits que les compagnies d'assurance vont développer pour le retour, faire des remboursements. Ça existe, le remboursement, dans les systèmes monétiques. Mais ça reste toujours un produit de ces compagnies. Je pense qu'avec cette vague de la digitalisation et du numérique, je pense que toutes les entreprises vont y aller. Je ne vais pas dire on est condamné, mais je vais dire quand même on est amené à se mettre à niveau. À se digitaliser. Alors, je voudrais, M. Alem, avant de continuer, je voudrais qu'on parle des choses on a parlé des choses qui fonctionnent et puis des choses qui fonctionnent beaucoup moins. Et on parle des grands facturiers qui, eux, permettent le paiement des factures en ligne. OK, ça marche plus ou moins bien. On a vu beaucoup de réclamations, donc ça veut dire qu'il y a des couacs, mais c'est des choses qui se mettent en place. Il y a également des situations où les choses se passent mal. On va citer l'exemple d'Algérie. Il dit quand même éloquent et probant cet exemple. Ça fait des mois, voire plus d'une année, qu'on nous dit qu'on peut payer notre billet d'avion Air Algérie par Internet, alors que ce n'est pas possible. Jusqu'à décembre dernier, Alors, je voudrais qu'on repasse la vidéo qu'on est en train de regarder, qui a démarré un peu plus tôt qu'il ne fallait. C'est justement une vidéo qui permet de voir une simulation sur le site d'Air Algérie. Alors, on est sur le site. Et on essaie de prendre une réservation en ligne. Alors, c'est pas facile, puisque lorsqu'on suit les étapes, la finalité, on la voit à l'écran. Il est impossible de payer en ligne. Allez voir votre agence. Voici donc le message qui existe. On a même reçu le directeur commercial d'Air Algérie qui nous disait que ça fonctionnait. Ça ne fonctionne toujours pas. Ça a fonctionné jusqu'à 27 décembre, si la mémoire, 27 décembre 2017. Il y avait les citoyens achetaient des billets d'avion Air Algérie par carte CIB et payés normalement. Ça se passait normalement. Ensuite, Air Algérie, je pense qu'elle a basculé vers un nouveau système moderne, Amadeus, qui est une plateforme internationale d'ailleurs. Oui. D'accord. Ce basculement nécessite quand même, je dirais, un réglage temporel qui nécessite quelques mois. Ça fait quand même du 27 décembre. Je pense qu'ils vont les rétablir ces jours-ci, parce qu'ils ont quand même terminé le basculement vers ce nouveau système. Et à partir de là, ça va encore. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, le fait qu'ils aient basculé sur l'Amadeus, qui est un système donc de gestion qui est une plateforme internationale, on va dire, n'est pas compatible avec le système de e-payment qui était installé par le... C'est des étapes. C'est des étapes de basculer. Quand vous basculez un système de réservation, vous changez n'importe quel système. Hein. Quand vous basculez, il y a des étapes. C'est quelque chose qui était vu. Air Algérie savait qu'elle allait basculer sur une nouvelle plateforme. J'imagine qu'il y avait des prévisions. À l'échelle d'une entreprise, comment le GIE, lorsqu'il l'a intégré, Air Algérie comme web marchand, ne pouvait-il pas prévoir que la compagnie allait changer de plateforme? On a prévu le changement de la plateforme avec Air Algérie. C'est-à-dire qu'on l'a intégré dans l'ancien système.
système. Ensuite, lorsqu'il y a l'avènement du nouveau projet de basculer vers le nouveau système Amadeus, c'est des étapes, encore une fois, et c'est des priorités dans le projet. Il y a peut-être des, je ne sais pas, je ne connais pas bien le système de l'Algérie, mais il y a des systèmes de réservation ou autres qu'il faudrait peut-être mettre en priorité avant d'aller au paiement. Vous voyez. Et il faut rappeler que le paiement en ligne est faisable à partir de l'étranger. Il n'est pas faisable pour les Algériens à partir d'ici. C'est-à-dire qu'on peut réserver en ligne quand on est à l'étranger via une carte interbancaire internationale, mais les Algériens ne peuvent toujours pas payer. Ça, c'était pour Air Algérie. Sonelgaz à présent, c'est pas mieux. Alors, Sonelgaz, je reprends le témoignage d'un fidèle follower de notre page, Facebook cette fois, qui nous confiait tout à l'heure, premier trimestre 2017, il a payé en ligne et il s'est fait coller des mises en demeure pour non-paiement. Il n'a pas été le seul, puisque quand il a été au niveau de l'agence, il a trouvé plein de gens qui ont payé en ligne, mais qui se sont rendus compte que leur facture n'était pas payée. On lui a demandé de repayer, il a refusé. Bref, il a dû faire un écrit. Ça ne s'est pas bien terminé et il a dit « je ne reviendrai plus au e-payment, je paierai voilà. » En liquide. En liquide au niveau de l'agence. Est-ce que c'est des situations qui sont prises en charge Oui. Si vous permettez. Hein, alors, quand on a mis en place le système de paiement sur Internet, il fallait quand même mettre en place aussi une centrale d'écoute. Hein, s'il y a des réclamations. Vous avez vu quand même le site Bitakati, il y a des citoyens qui envoient des mails via le site Bitakati parce que c'est conçu de telle sorte, s'il a une réclamation à faire, il peut la faire directement sur le site. Interaction avec le site Bitakati, comme le numéro vert 3020 ou 3021 qui répondent directement sur ces opérations. C'est vrai maintenant, pour Sonelgaz, je peux en témoigner, au démarrage, il y a eu quelques cas où le citoyen a payé sa facture via Internet et on lui a fait quand même un avis de coupure, ou je ne sais pas comment il appelle ça. Hein, il est affolé, comment moi j'ai payé, alors quid, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a essayé de voir avec Sonelgaz, ces cas, c'est purement administratif. C'est que l'avis de coupure a été, je dirais, édité, envoyé avant que le paiement. Je vous laisse ça. C'est une gestion interne. Et c'est rétabli depuis. Hein. Les gens se présentaient en agence, on leur demandait de payer à nouveau. Hein. Donc, c'est-à-dire que l'opération n'a pas été faite. Ça, ce qui est arrivé encore une fois, c'est que l'information n'est pas arrivée jusqu'à bas niveau au niveau des agences de Sonelgaz, ou autres web marchands. Je peux d'ailleurs, sous le contrôle de notre ami de CEAL, pour dire que toutes ces agences, le personnel de ces agences doit être, je dirais, informé des modalités. Parce que l'interface avec le citoyen, c'est l'agence. Quand le citoyen va à l'agence, il fait une réclamation. S'il n'est pas bien pris en charge ou s'il n'est pas bien informé, là, il y a le risque. Oui, et ça participe, la qualité de la prestation des agents des différents services, hein, Sonelgaz, ADE, CEAL, tout ça, contribue effectivement. Pour ce qui est de cette relation aux clients et aux consommateurs, est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, est déterminant dans justement y aller ou pas y aller, être cap ou pas être cap, côté consommateur bien sûr? Côté consommateur, je dis que tout le travail d'attractivité est du côté des banques, hein, parce que c'est elles qui vont bénéficier de toute cette manne, de toute cette épargne. Il y a aussi les services qui doivent se mettre à niveau. Hein. Là, on parlait de Sonelgaz, on parlait d'Air Algérie aussi. Oui, mais moi je parle de toute cette épargne et que c'est au bénéfice des banques. Pourquoi je dis ça? Parce que en termes de traçabilité, etc., si on veut prendre toute la manne qu'il y a financière, il faut donc le secteur des assurances, c'est un grand secteur financier, je ne vois pas pourquoi il échappe à la règle. Deux, je ne vois pas pourquoi on ne parle pas de la grande distribution, je ne parle pas des super-États, parce que toujours là, on revient toujours au consommateur qui va aller, etc. Donc moi, je parle des achats qu'on effectue, par exemple, pour la réfaction. Par exemple, on exige qu'il y ait des registres commerce pour les grossistes, etc. Pourquoi on n'exige pas le paiement, le e-payment pour les grands commerçants qui achètent chez les grands producteurs? Alors là, je trouve que c'est plus logique. Nous, les petits consommateurs... Ils sont concernés, les très gros, c'est ça, hein, voilà. Les très gros et les demi-gros. Est-ce que c'est des acteurs concernés de distribution? Ils ne sont pas forcément concernés. Pourquoi? Parce que vous allez voir, dans les systèmes de paiement, il y a plusieurs instruments de paiement.
Vous avez les virements, vous avez les prélèvements, vous avez le chèque, vous avez la carte bancaire. C'est en fonction des montants aussi. En fonction des montants et des opérations. Vous voyez, lorsqu'il s'agit de grands montants et tout ça, en général et partout dans le monde, c'est normalisé, c'est les virements qui se font. Je dis, hein, j'en parle parce que j'étais banquier à un moment donné. Le virement, c'est je dirais, l'instrument le mieux indiqué pour certaines opérations de grands montants. Et vous avez le chèque, vous avez le prélèvement. Aujourd'hui, le chèque n'est pas obligé, il n'est pas obligatoire, il a posé problème, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, le chèque, dans le cadre réglementaire, est obligatoire pour les transactions immobilières uniquement. On est d'accord. Là, on parle effectivement de distributeurs qui sont des gros volumes, des grossistes, des demi-gros. Même le petit consommateur peut payer par chèque, etc. C'est les mêmes modes. Non, mais je parle de la loi. Je parle du mode de paiement. Ma question était, c'est-à-dire je voulais venir un peu au bout de ma question, c'est qu'on m'explique pourquoi on va aller chercher la petite épargne et on parlait de transparence chez le commerçant et tout, alors que les grands flux financiers sont situés dans la grande distribution en amont. Et pourquoi ça? Pourquoi on n'oblige pas dans les paiements, par exemple, toute une traçabilité claire, par exemple, pour ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche? Moi, je suis là pour parler de la monétique. Hein, donc, pas de TPE, en tout cas. Il y a des instruments qui sont adaptés à chaque type de paiement. Hein, oui, mais est-ce que quelque chose est prévu? Voilà, ne serait-ce que cela. Est-ce que quelque chose est prévu par rapport à ce type d'opération et ce type d'acteurs? Qui sont les acteurs de distribution, qui sont en amont de la chaîne de distribution. En monétique, en paiement sur Internet, c'est le petit montant. C'est les petits montants qui sont visés par les cartes ou bien sur Internet. Mais le grand montant reste quand même sur d'autres instruments. Un dernier mot par rapport, il nous reste encore 2 minutes, 3 minutes on me dit. Un dernier mot par rapport au M-Payment, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, que ça faisait partie du planning du GE monétique que de lancer le M-Payment. Alors qu'à un moment donné, on disait qu'il n'était pas question de le faire. Là, ce qu'on veut faire, nous, c'est l'impayment payer avec son mobile. Dans le mobile, il y a la carte qui est intégrée, les données de la carte, bien sûr, adossé à un compte bancaire. Voilà, il faut qu'on soit très clair sur cette opération. C'est-à-dire que ce n'est pas le paiement mobile où l'argent est dans, je dirais, le... C'est-à-dire que l'argent n'est pas envoyé en tant que crédit, comme ce qui se fait pour les unités, c'est ça? Voilà. C'est adossé à un compte bancaire. C'est toujours par rapport à un compte bancaire. C'est tracé, ça existe. C'est-à-dire qu'on va utiliser, si vous voulez, le téléphone, le portable, le téléphone, comme outil, comme instrument, comme canal de paiement par rapport à l'utilisation de la carte bancaire. Ça veut dire que les banques de la place vont devoir créer des plateformes de M-Payment? Non, la plateforme elle sera hébergée au niveau de la SATIM, la plateforme de M-Payment, mais ça sera toujours l'utilisation de la carte, c'est-à-dire que le mobile, vous allez utiliser uniquement votre mobile pour faire un paiement, mais vous devez avoir une carte bancaire, une carte CIB, qui est adossée à un compte bancaire. Voilà. Vous ne pouvez pas faire type un PESA ou autre, où vous payez par recharge téléphonique et tout ça. Ça, c'est pas toléré par la Banque d'Algérie. Merci. Alors, une dernière question peut-être pour l'Association nationale des commerçants algériens. Aujourd'hui, il y a un nombre restreint de web marchands, donc de commerçants ou de sociétés qui sont autorisés au paiement par Internet. Aujourd'hui, est-ce que les commerçants qui sont sur le net formulent sûrement des demandes? Ils attendent en tout cas le paiement par Internet. Est-ce qu'ils voient les choses arriver? Moi, je connais quelques-unes de ces entreprises qui offrent justement cet e-commerce, e-payment. En fait, c'est pas des e-payment parce qu'ils sont payés à la livraison du produit. Par cash, ça dépend ou en chèque. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment. Donc, effectivement, ça serait beaucoup mieux s'il y avait. Mais il faut que la loi suive parce qu'il y a une protection du commerçant et du client. Par exemple, je reçois. Et ça, il y a une politique qu'on oublie toujours, c'est que le commerçant lui-même, il a sa propre politique. Par exemple, quand le commerçant dit au consommateur, voilà, vous avez 3 jours pour accepter ou refuser votre... c'est une politique interne, c'est le commerçant lui-même qui l'a fait, c'est pas la loi, mais il est obligé de la suivre. Parce que c'est comme ça que ça marche dans le... Donc il y a ce genre de... Un dernier mot? Oui, je vous confirme quand même, hein, la loi n'est pas encore publiée, il y a beaucoup de demandes
de web marchands qui veulent faire de vente de biens en ligne. C'est-à-dire ils existent, ils sont connus d'ailleurs. Et il y en a d'autres qui viennent avec d'autres plateformes, ils essaient quand même... Et le traitement de ces demandes, il en est où? C'est-à-dire nous, on fait un pré-traitement en attendant la loi. C'est-à-dire en dehors de la loi, on ne peut pas les autoriser. Oui. On essaie de régler l'aspect technique de la chose, au moins en parallèle. Dès que l'aspect technique est prêt et tout ça, et on arrête jusqu'à la publication de la loi. Monsieur. Je peux intervenir pour lancer, inviter nos clients à nous faire confiance et payer leurs factures via le payment, en leur informant que CEAL va lancer très prochainement l'agence en ligne, le prélèvement bancaire et le paiement au niveau des DAB et l'encaissement à domicile, l'agence mobile. Donc on va enrichir plus les modes de paiement. Diversifier finalement. Diversifier et augmenter et faciliter, satisfaire le client. Merci pour la minute ou les 30 secondes CEAL. On espère que vous puissiez vous étendre sur d'autres wilayas. On rappelle que CEAL, c'est que Tipaza et Alger uniquement. Merci messieurs. Je rappelle que pour ce débat qui portait sur le paiement à distance, nous avons eu le plaisir de recevoir ici ce soir avec nous monsieur Majid Messaouden, l'administrateur du groupement d'intérêt économique monétique. Nous avons eu également avec nous monsieur Houssem Bouzazoua, le directeur de l'unité management des métiers clientèle chez CEAL, monsieur Kamal Allam, secrétaire général de l'association LMN, association de protection des consommateurs, et monsieur Lazreg Jamel, membre du bureau national de l'ANCA, l'association nationale des commerçants algériens. Merci d'avoir suivi ce débat. Merci également de participer au débat en amont sur les réseaux Facebook et LinkedIn. Pour revoir cette émission, vous pourrez la voir en lien sur la page officielle de Canal Algérie à partir de demain. Sinon, la rediffusion sur notre chaîne de 11h à midi, samedi matin. Très bonne soirée à tous et je vous retrouve jeudi prochain. Au revoir.